Bonsoir Sophie Audugé. Bonsoir. Vous êtes présidente de SOS Éducation. Mathieu Bock-Côté, pourquoi avoir choisi d'inviter ce soir Sophie Audugé? Parce qu'un thème tourne en boucle dans l'actualité, sous le signe de l'inquiétude, de l'indignation ou chez d'autres de l'enthousiasme, c'est la question de l'éducation sexuelle à l'école. Et c'est une question assez imprécise parce que qu'entend-on par là? Or, SOS Éducation sort dans les prochains jours une étude sur la question de l'éducation sexuelle à l'école, alors aussi bien en savoir plus. Sophie Audugé, bonjour. Bonjour. Alors, le thème, je l'ai dit, tourne en boucle dans l'actualité depuis un temps. On ne sait pas exactement à quoi cela réfère quand Pap Ndiaye en parle, quand Gabriel Attal en parle. Est-ce qu'on parle de la même éducation sexuelle à l'école? Cela dit, vous publiez un rapport lundi. Au cœur, donc, la question que je vous poserai d'abord, tout simplement, quel principe ou quelle philosophie a animé ces dernières années l'éducation sexuelle à l'école? Alors en réalité, en 2001, il y a une loi qui va imposer 3 séances d'éducation à la sexualité à tout niveau d'âge par an. Et cette loi ne sera que très peu appliquée. Et puis, des associations militantes, notamment SOS Homophobie, le planning familial et SIDAction, vont annoncer, attaquer l'État pour la non-réalisation de ces interventions en fait dans les classes. Et là, Pap Ndiaye décide d'en faire la priorité. Donc c'est tout récent. C'est très récent le fait qu'il y ait une mobilisation militante pour imposer la réalisation de ces séances. En parallèle, dans les écoles, on commence à voir un certain nombre de dérives, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces interventions sont réalisées souvent par des associations militantes ou avec des infirmières qui ne sont pas formées au développement de l'enfant. Et on se retrouve face à des dérives très graves, des propos tout à fait inadaptés à l'âge des enfants. Ces propos nous sont remontés avec l'association Les Mamans Louves et nous décidons d'écrire à Pap Ndiaye, donc alors ministre de l'Éducation nationale, et on l'informe de dérives très graves qui impactent le développement de l'enfant. Donnez quelques exemples de ces dérives dont vous parlez. Alors, pour le plaisir, on peut sucer les testicules du garçon. C'est pour à quel âge on en fait ça avec son enfant? En CM1, en CM2. On a une douzaine de cas qui seront repris dans notre rapport, des cas très concrets, parmi les plusieurs dizaines qu'on a reçus. On va avoir une jeune fille qui a été abusée sexuellement quand elle était petite, qui va en avoir un traumatisme très important puisqu'elle va être déficiente et puis elle va être en classe Ulysse et elle va se retrouver en classe de 4e en cours de SVT. On va l'obliger à mettre un préservatif sur un sexe factice. Elle va refuser et on va l'obliger. Et donc là, pareil, on estime qu'il y a là un non-respect du consentement, principe élémentaire qui devrait pourtant faire place intégrante dans cette éducation. Et on écrit à Pap Ndiaye un certain nombre de courriers, de situations concrètes comme celle que je viens de vous évoquer, tout à fait inappropriées, dangereuses, qui créent des traumatismes graves chez ces enfants. Et mutisme total. Aucune réponse. Et puis d'un seul coup, on voit que Pap Ndiaye a sollicité le Conseil supérieur des programmes. Et là, on décide d'écrire au Conseil supérieur des programmes pour demander une audition. On met en place un comité d'experts avec des médecins et on décide d'engager un travail. Ça fait plus de 10 mois. Et on va ensemble réfléchir à comment on peut redonner du sens à cette question-là, du point de vue de la science, du point de vue des médecins et d'un collectif de médecins qui vont travailler avec nous pour produire ce rapport de presque 200 pages. Alors, qui dit éducation sexuelle, plusieurs significations sont possibles. Si on dit, par exemple, d'un côté, apprentissage biologique de base, défense de l'intégrité de l'enfant, apprendre à se protéger contre la pornographie, donc ça pourrait relever de l'éducation sexuelle. Est-ce que c'est de cette lecture, cette philosophie, cette vision dont vous vous inquiétez? Alors non, si vous voulez, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a toute une manipulation sémantique dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien vu que le problème était quand même important, c'est-à-dire qu'on sexualise précocement des enfants. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on considère, dans ce projet d'éducation à la sexualité, que l'enfant naît avec une sexualité. C'est-à-dire qu'il va avoir une sexualité dès qu'il naît, tout simplement parce qu'il a un sexe. Ce qui est aberrant d'un point de vue du développement de l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un sexe, vous avez une sexualité. De la même manière, c'est parce que vous avez des jambes que l'enfant marche quand il naît. Tout ça relève d'un développement cognitif d'abord, ensuite affectif, et puis psychique qui viendra bien plus tard, c'est-à-dire à partir de la puberté, où là, effectivement, on pourrait parler de fonctionnalité de la sexualité qui demande à être accompagnée. Mais ce dont on parle là, entre des enfants de 3 à 4 ans, puisque aujourd'hui ils sont en maternelle à cet âge-là, jusqu'à, on va dire, 12-13 ans, c'est-à-dire la 5e, la 4e, ce sont des enfants qui sont prépubères, donc ils n'ont pas de sexualité fonctionnelle et à qui on va parler très tôt de masturbation, de fellation, de sodomie, d'aller se regarder le sexe à la maison, voilà. Et ça, si vous voulez, ce qui est très grave quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on le fait
ce qui ne peut pas se faire normalement dans un espace qui est celui de l'école, qui est celui de l'instruction, en niant totalement les connaissances que l'on a pourtant du développement cognitif de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va parler à des enfants qui ne sont pas capables de recevoir ces informations-là, de quelque chose qu'ils vont devoir prendre en eux, ça va faire une effraction chez eux, et dont ils n'auront aucune autre solution que soit de la mettre en œuvre, avec tous les risques que ça comporte, soit d'avoir un traumatisme qui aura des conséquences sur leur développement cognitif. Alors, mais simplement pour savoir exactement de quoi nous parlons, vous évoquez donc des principes, une vision de l'enfant, donc une vision de l'enfant comme être sexuel, dis-je, qui s'ancre dans quoi? Qui s'ancre dans des programmes qui existent dans du gouvernement français. Alors, d'où sont, où peut-on retrouver les sources affirmées, théorisées, conceptualisées du programme que vous nous exposez? Alors, si vous voulez, quand vous vous intéressez à ce sujet-là, c'est-à-dire que vous vous dites, mais où est-ce que cela a démarré? En fait, vous allez pouvoir vous documenter en allant consulter les standards européens pour l'éducation à la sexualité produits par l'OMS en 2013. Et après, vous pouvez remonter le fil de l'histoire. Et là, vous allez vous retrouver dans l'affaire Alfred Kinsey, c'est-à-dire ce savant fou qui va donc défendre une idée de sexualisation infantile, qui défend le principe de la pédophilie, de l'inceste, et qui va installer aux États-Unis, dans les années 60, tout un programme de formation de l'éducation qu'on va appeler positive, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître à l'enfant la capacité d'éprouver du plaisir et à consentir à 4 ans ou à 6 ans. Mais et là, c'est très bien. formel. À moins que je comprenne mal, vous n'affirmez pas que les programmes portés par le gouvernement français ou européen sont fondés sur la promotion de la pédophilie. C'est pas ce que je comprends de ce que vous dites. Je dis qu'à partir du moment où on considère que l'enfant a une sexualité et qu'il peut consentir, je peux vous donner un exemple? Allez-y. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que je pense que c'est mieux que toute... voilà. Donc, par exemple, dans ces fameux standards européens d'éducation à la sexualité de l'OMS, à l'âge de 0 à 4 ans, on va considérer que l'enfant est en capacité de refuser, si l'expérience sexuelle, l'expérience de sexualité, ou le ressenti n'est pas plaisant. Il devrait être capable, à 0-4 ans, de dire oui ou non. De 4 à 6 ans, il va falloir lui apprendre à utiliser un langage sexuel de manière non agressive. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'enfants de 4 à 6 ans, mais un enfant de 4 à 6 ans qui utilise un langage sexuel, il faut d'urgence s'intéresser à cet enfant et se demander dans quelle mesure il a pu être confronté à des situations traumatiques pour pouvoir utiliser un langage sexuel en plus agressif. Comprendre que les sensations liées à la sexualité, on est toujours entre 4 et 6 ans. Vous me citez quel document exactement ici? Les standards européens pour l'éducation à la sexualité de l'OMS. Mais qui sont pas ceux dont se réclame le gouvernement français explicitement. Qui sont signés par le gouvernement français, qui est un contributeur de l'OMS, c'est le 12e contributeur financier de l'OMS, et qui sont cités dans un certain nombre de documents officiels, directement ou indirectement. À partir du moment où vous retrouvez, si vous voulez, le principe d'une sexualité infantile et le principe d'une capacité de consentement à un enfant de 4 ans ou 6 ans, évidemment qu'on fait référence à ces travaux-là. Et ça, vous allez retrouver dans toute une multitude de travaux, et notamment en premier desquels la stratégie de santé sexuelle française 2017-2030, qui est très claire sur le fait qu'elle veut défendre une nouvelle idée de la sexualité, une sexualité positive qui fait partie de la santé et qui permet d'éduquer les enfants dès le plus tôt possible, de manière à ce qu'ils soient capables notamment de s'autodéterminer. Donc là, on va faire le lien avec l'autodétermination, c'est-à-dire l'idéologie du genre. Alors, ça, on va y arriver. Arthur de Vatrigan. Juste, vous avez dit en introduction que vous avez fait remonter toutes ces alertes, tous ces rapports que vous avez reçus. Je suppose que vous avez beaucoup de parents qui ont dû faire remonter ces informations au ministère de l'Éducation, qui était Pap Ndiaye à l'époque. Quelle a été leur réponse? Aucune. Nous avons reçu aucune réponse. Et donc, la dernière action, le dernier courrier que nous avons adressé, nous l'avons adressé à Gabriel Attal venant d'être nommé, et nous n'avons reçu aucune réponse. On a considéré que la saisine du Conseil supérieur des programmes pour produire de nouveaux programmes d'éducation à la sexualité était quelque part une réponse indirecte à notre action. Nous, notre objectif, aujourd'hui, c'est clairement de demander qu'il y ait une clarification de la position de l'État français sur cette question très simple. Est-ce que l'État français et le ministère de l'Éducation nationale considèrent qu'un enfant de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans est un enfant qui a une sexualité fonctionnelle, et est-ce qu'il est en capacité de consentir
ou pas? Alors, on arrive à la question de la théorie du genre, l'idéologie du genre dans un instant, mais simplement parce que ce que vous affirmez est lourd, c'est assez brutal en quelque sorte. C'est alors qu'on se comprenne bien. Vous dites, il y a à l'origine de ça la figure de Kinsey, bon, très bien, mais vous distinguez, je devine, les programmes européens, et ainsi de suite. Parce que j'insiste vraiment sur ça. Est-ce que vous utilisez vraiment le terme corps sexuel, pédophilie pour parler de ces programmes-là, ou vous marquez quand même une distinction claire entre d'un côté la pédophilie qui est un crime atroce et de l'autre côté peut-être une conception de l'éducation sexuelle qui n'est pas la vôtre, mais utiliser le terme pédophilie c'est autre chose. Alors non? si vous voulez, soyons clairs, quand vous dites une conception de l'éducation sexuelle qui n'est pas la mienne, moi j'ai pas de conception de l'éducation à la sexualité. Moi je demande à des médecins, à des pédiatres, à des pédopsychiatres de décrire le développement de l'enfant, de décrire ce qu'un enfant de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans est capable d'apprendre, est capable de comprendre, est capable d'élaborer. Quand ces médecins me disent « Attention, quand vous allez parler à un enfant d'un réel sexuel adulte, comme par exemple des pratiques sexuelles, là, vous parlez de cela à un enfant qui n'est pas capable de recevoir cette information-là. » Or, si l'objectif du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui, c'est de faire de l'éducation à la sexualité un enseignement, sur quelle discipline s'appuie-t-il? Quand vous enseignez des mathématiques, vous avez un corpus d'enseignement et on va ajuster ce qu'on apprend à l'âge de l'enfant par rapport à ses capacités cognitives. Ce travail-là n'est pas fait là. Donc de quoi on parle? Comment on mesure le risque qu'on fait prendre à des enfants quand des intervenants, qui sont parfois des militants, viennent dire à des enfants des choses comme tu peux faire le sexe par les fesses, tu peux sucer ton camarade, c'est comme sucer un bonbon Haribo. Quelles sont les conséquences de cela sur un enfant? Quand vous citez de tels propos, cela dit, ce sont les propos d'associations militantes qui ont été invitées à l'école? Alors, ce sont les propos d'enfants sortis de l'école et de parents sidérés de ce qui se passe avec des enfants qui sont en réaction traumatique. Évidemment, quand on refait le film, on se rend compte que ce sont souvent des associations militantes ou des infirmières, que l'administration ou la direction de l'établissement va prendre du recul en disant « mais alors nous, on n'était pas complètement au courant, vous avez raison, c'était déplacé, oui, c'était pas approprié, etc. » Et là, qu'est-ce qu'on fait nous? On revient au texte de loi, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul, c'est la circulaire de 2018. Et la circulaire de 2018, effectivement, elle dit « attention, pas de sexuel stricto sensu en primaire ». Oui, mais sauf que quand il y en a, comment on fait? C'est important. Donc, vous dites, la circulaire qui existe proscrit le sexuel au primaire. Proscrit, normalement, c'est très clair, hein, dit, il n'y a pas de pratique sexuelle stricto sensu présentée. Sauf que ce n'est pas ce qui est fait. Et quand nous, on alerte en disant, attention, ce n'est pas fait, on n'a pas de réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on va voir les chefs d'établissement, où on accompagne les parents, toujours très calmement, en disant, écoutez, ça sert à rien d'être agressif, vous posez des questions, vous expliquez qu'il y a eu une erreur, qu'il faut faire une réparation, hein, c'est pas neutre. Et là, on va dire, ah non, mais c'est la loi, c'est obligé. On demande, est-ce que le personnel pédagogique qui est obligatoire normalement en binôme était là? Ah ben non, il n'était pas là. Il n'y a aucun système de contrôle. Alors, on parlait de la technocratie depuis une semaine sur l'agriculture, mais on a le même problème dans l'éducation, c'est-à-dire cette technostructure. Vous avez une myriade de structures départementales, nationales, etc., qui sont censées vérifier, enfin, organiser les choses, mais il n'y en a pas une qui contrôle, si vous voulez. Et là, les agriculteurs disent effectivement, on marche sur la tête, ils mettent les panneaux de ville à l'envers, mais là, c'est la tête des enfants qu'on met à l'envers. Et quand vous alertez sur ce genre de choses, personne réagit, personne répond. Et il faut aussi dire, et vous avez parlé de la guerre actuellement, la fausse guerre, Stanislas, hein, mais la réalité dans tout cela, c'est que l'école aujourd'hui qui fait ce genre de choses, si vous voulez, c'est stratégie pas de vague. Hein. On n'en parle surtout pas, on fait pression sur les parents. Certains parents d'ailleurs n'osent rien dire parce qu'ils ont peur que finalement ça se retourne contre leur enfant. Je crois que là il y a une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui en France le ministère de l'Éducation nationale, alors que la France vient de décrocher au classement PISA, est-ce que la priorité c'est l'éducation de la sexualité des enfants prépubères, c'est-à-dire avant la 5e? Arthur de Vatrigan. Donc c'est des propos tenus par des associations au sein d'écoles, des propos qui ont été rapportés par des enfants et des parents. Ces associations, quelles sont-elles? Est-ce que ce sont des directeurs d'école ou directrices d'école qui choisissent les associations, ou ce sont des associations qui sont habilitées
par l'État, par le ministère. Et donc, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale cautionne que ce soit ces associations qui interviennent dans les écoles. Alors absolument, les associations doivent normalement avoir un agrément soit du ministère de l'Éducation nationale, soit au niveau national, soit un agrément académique. Mais la vérification n'est pas systématiquement faite. Il y a des associations qui interviennent. On n'a aucune preuve que l'agrément a été obtenu. Et de toute manière, il y a un voile, si vous voulez, sur ce qui se passe systématiquement. Donc la vraie question, c'est de savoir pourquoi il faut obligatoirement éduquer à la sexualité, parce que la circulaire, c'est pas la vie affective et relationnelle, c'est pas ça le terme de la circulaire, c'est éducation à la sexualité. Donc pourquoi il faut une circulaire d'éducation à la sexualité pour des enfants de primaire? La vraie question est là. Et c'est ce qu'on attend du Conseil supérieur du programme. Est-ce qu'enfin il va reconnaître que oui, un enfant prépubère n'a pas à être éduqué dans un cadre scolaire, c'est-à-dire dans un cadre où il y a une autorité, dans un contexte de séance où il lui est imposé de parler de sexualité par une personne ayant autorité sur lui. Il nous reste environ 2 minutes 25, dis-je. La question du genre est une question aussi présente à l'école. Donc, vous parlez d'un côté de l'éducation à la sexualité. De l'autre côté, est-ce qu'on peut voir des dérives aussi autour où on invite les jeunes, par exemple, à se questionner sur leur identité de genre et tout ça? Ça fait partie dont vous vous inquiétez? Si vous voulez, c'est tout le système de l'éducation à la sexualité, d'ailleurs repris par les standards de l'OMS, sont sur ce fondement-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité de sexe biologique. Le sexe est un organe qui doit produire un plaisir individuel. Et tout ce qui est activité sexuelle est par principe bonne pour la santé. Voilà. Donc ces préceptes-là, si vous voulez, sont détaillés dans toutes les formes possibles. Voilà. Et donc, tous les manuels, aujourd'hui, le moindre manuel de SVT présente le sexe assigné à la naissance, ce qui n'a aucun sens. Personne n'assigne un sexe à la naissance. Sexe, c'est une réalité biologique. Et c'est une réalité biologique. Alors, on commence à le redécouvrir aujourd'hui. Il y a des articles scientifiques qui commencent à ressortir pour expliquer que, oui, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. Il y a une différence de sexe. Il y a une différence biologique. Il y a une différence de rapport à la maladie. Nous n'avons pas les mêmes maladies. Nous n'avons pas les mêmes résistances. Donc ça, c'est aujourd'hui en train de revenir par la science. Mais il faut impérativement que l'éducation nationale se repositionne très vite sur qu'est-ce que la science, et non pas sur des idéologies mortifères qui font en plus des bénéfices à une industrie qui est celle de la pornographie, bien sûr. Il nous reste environ 1 minute. Donc, juste pour clarifier votre propos, vous me dites si je le comprends bien. D'un côté, il y a des normes européennes qu'on peut interpréter de différentes manières. De l'autre côté, il y a des associations militantes. De l'autre côté, il y a une circulaire gouvernementale qui dit pas d'éducation, pas de sexe, autrement dit, pour le primaire globalement. Donc, j'ai l'impression que vous me présentez ça moins à la manière de l'espèce d'intention forte ou de plan, de guillemets, que vous me présentez un tableau assez anarchique, c'est-à-dire différentes influences s'entrecroisent, s'entrechoquent, et vous demandez, si je comprends bien, moins de congédier telle ou telle politique que de clarifier ce qui se passe. C'est ce que je comprends? Oui, nous, on demande très clairement que le ministre de l'Éducation nationale prenne une position claire sur il n'y a pas de sexualité infantile, il n'y a pas d'éducation à la sexualité pour des enfants prépubères, bien sûr, et de réorienter, là par contre, je reprends votre formule, l'éducation dite à la sexualité qui deviendra sans doute l'éducation à la vie affective et relationnelle pour les adolescents, qui sont une population à risque aujourd'hui, avec une surexposition à la pornographie, des comportements sexuels très violents, dû à une surconsommation de pornographie avérée dans un certain nombre d'études. Merci Sophie Audugé, merci Arthur de Vatrigan, Mathieu de Bock-Côté, c'était un plaisir. Au grand plaisir, cher ami.